Bonjour, bienvenue à tous à cette présentation, donc Rust, un choix possible. Ça fait vraiment plaisir de voir du monde, d'avoir une conf en présentiel. Je pense que vous l'avez tous peut-être déjà entendu, mais vraiment, c'est le cas. Et donc aujourd'hui, si on est ensemble, c'est pour voir un petit peu ce qu'est le langage Rust, ensemble, vous faire une introduction. Donc si vous connaissez déjà Rust, ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous apporter beaucoup de connaissances supplémentaires. Mais nous, notre objectif, c'est aussi de vous donner des pointeurs pour faire la promotion du langage Rust. Vous donner des pointeurs si vous souhaitez apprendre le langage et aller plus loin. Et donc voilà, donc je me présente, je m'appelle Pierre Ivaillet, je suis consultant formateur chez Zenica. Zenica, on a 3 métiers, la réalisation, le conseil et l'audit, puis de la formation aussi, ça fait 4. Voilà. Et comment dire, et donc j'interviens chez mes clients sur des choses plutôt autour de Kubernetes, Docker, le DevOps, mais je m'intéresse aussi beaucoup aux choses bas niveau, notamment comme le langage Rust. Et puis donc chez Zinca, on recrute. Bonjour à tous, donc, je suis Charles-Henri Guérin, je suis Scaleway. Je suis DevOps Engineer chez Scaleway, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais aussi consultant avec Pierre-Yves à Zenica. Et donc nous, comme vous vous en doutez, on aime bien faire du Rust, et on s'est posé la question, mais pourquoi on voit pas beaucoup de Rust en fait, dans le monde professionnel, en tout cas dans les missions qu'on rencontrait. On en entend beaucoup parler sur les réseaux, on en voit chez AWS, chez Google, Microsoft et autres. Et voilà, donc on va essayer de répondre à la question, en fait, est-ce qu'on peut choisir Rust aujourd'hui ou est-ce que c'est un truc complètement fou? Mais là, je vois que la salle est assez pleine, donc je pense que ça ne doit pas être si fou que ça. On s'est posé la question, en fait, pour qui est Rust? Et donc, on a quelques éléments de réponse. Le premier, c'est pour les équipes de développeurs. En fait, il s'avère que Rust, c'est un outil de collaboration qui est plutôt efficace. Quand on va développer en Rust, en fait, on va faire notre expression, c'est faire du pair programming avec le compilateur. Parce qu'en fait, le compilateur va prévenir de beaucoup de choses, de beaucoup de problèmes dont on va voir plus tard. Et on va pouvoir se concentrer sur la logique et oublier tous les bugs subtils, les accès à la concurrence qui sont, eux, normalement remontés par le compilateur. Alors, on a mis les étudiants, mais en fait, ça concerne n'importe qui veut apprendre Rust. La communauté, elle est très accueillante, ça répond toujours aux questions. C'est vraiment un écosystème où il fait bon vivre. Les sociétés, il y a beaucoup de sociétés qui utilisent Rust, donc plus ou moins grosses. Donc il y a les gros GAFA, mais il y a aussi OVH, il y a Scaleway, il y a Clever, il y en a plein d'autres. Donc pourquoi pas vous? L'open source, vous pouvez contribuer au langage Rust aussi, si c'est un truc qui vous botte. De contribuer à un langage, vous pouvez le faire. Il y a aussi la doc, les communautés, les outils qui sont faits pour les devs ou des libs. Mais surtout, Rust, c'est pour un public qui vraiment porte de l'importance à tout ce qui est rapidité et stabilité. Et en parlant de rapidité et stabilité, généralement, quand on fait le choix d'un langage, au tout début, on a un trade-off à faire. Souvent, on va se poser la question, est-ce que je préfère un truc qui est safe ou un truc qui me permet d'être productif? Est-ce que je préfère un truc qui est plutôt rapide ou est-ce que je préfère quelque chose qui est ergonomique? Souvent, on a ces deux trade-offs. En fait, en Rust, on va répondre à tout. C'est vraiment le but de Rust, c'est de tout avoir et de plus se poser la question. Et donc comment est-ce qu'on va y arriver? Pour ça, on va s'appuyer sur les caractéristiques du langage. Et vraiment, ce qui est à l'origine de Rust, c'est de pouvoir remplir ces différents contrats, ces différentes promesses d'un seul coup et sans rogner sur l'une ou sur l'autre. Pour ça, on va s'appuyer sur plusieurs concepts. Déjà, des garanties sur la gestion de la mémoire. Quand on est en Rust, un des objectifs, c'est de ne pas avoir de problème de fuite mémoire, de use after free, si ça vous parle, pour ceux qui ont fait du C ou du C++. Ce genre de choses, un des objectifs des créateurs de Rust, c'était de ne pas avoir ce type de problème à gérer, notamment. Et on verra, ça permet notamment aussi d'avoir des effets de bord intéressants sur d'autres sujets. Un point également important, c'est tout ce qui est le mécanisme de typage dans Rust, qui est très intéressant, très puissant. Donc si vous venez de langages fonctionnels comme Scala, Haskell ou autres, il y a des choses qui sont similaires dans l'utilisation et dans la définition et l'utilisation de vos types, qui sont très intéressantes en Rust. Donc on va voir que c'est une des choses sur lesquelles on s'appuie aussi pour avoir un langage de programmation sûr.
Les abstractions zéro cost, le compilateur va faire beaucoup de choses, il va faire beaucoup de vérifications, notamment pour atteindre les objectifs qui vous sont présentés ici, mais l'objectif c'est que ce soit fait par le compilateur et que ça ne se traduise pas par des lenteurs ou des vérifications supplémentaires au moment du runtime, au moment de l'exécution de votre programme. Et donc c'est ce qu'on appelle les zero cost abstractions. On va manipuler des abstractions, mais l'objectif c'est qu'une fois dans votre code compilé, une fois dans votre programme en cours d'exécution, que ça n'ait pas d'impact. Et enfin, chose très importante, eh bien, on va le voir, à manipuler, à commencer le Rust, c'est quelque chose qui peut être assez complexe parce qu'il y a beaucoup de notions à apprendre. Et donc, un des objectifs des créateurs de Rust, c'était de fournir une expérience développeur qui soit vraiment très bonne et qui aide les gens à progresser. Donc, on va le voir au travers des exemples, c'est quelque chose, je pense, que vous pourrez voir qui est important et intéressant en Rust. Pour commencer, le premier concept qu'on va voir, c'est sur bien finalement ce que vous avez certainement déjà entendu dire quand on a entendu parler de Rust. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est le fait qu'il soit, qu'il y ait des garanties sur l'utilisation de la mémoire. Et comme je le disais, eh bien, pas de fuite mémoire, pas d'utilisation de pointeurs nuls ou ce genre de choses. Et donc pour ça, Rust va se baser sur un principe qui est l'ownership. Quand on va manipuler des variables, elles seront définies dans un scope, elles seront liées à une valeur, à un emplacement dans la mémoire qui a été réservé. Quand on n'utilise plus cette variable, quand elle sort du scope, eh bien on va libérer la mémoire finalement qui était associée à cette variable. Donc c'est ce qu'on appelle l'ownership. Ce que je vous propose, c'est de vous le montrer tout simplement avec des exemples. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est pas assez gros. Je pense que ça va, mais ok. Donc, vous voyez un exemple de code Rust. L'idée, c'est que c'est une syntaxe qui est quand même relativement proche des langages qu'on a l'habitude de manipuler. Une syntaxe assez proche du C, Java, JavaScript et autres, bon, avec quelques spécificités, hein, forcément, mais c'est quand même une façon d'écrire le code avec laquelle on peut être assez à l'aise. Donc, vous voyez, ici, j'ai une première directive. Pour ne pas polluer mon affichage, on dit que j'autorise à utiliser des valeurs... je ne veux pas afficher de warning si des valeurs sont inutilisées. Ici, je vais définir une structure. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la définition de mon type, comme on définirait un type objet ou autre. Là, je n'ai pas encore alloué de mémoire. Et si je veux utiliser cette structure, eh bien, dans ma fonction, je vais déclarer une nouvelle variable et je vais instancier mon rectangle avec des valeurs par défaut. Hop. Alors, je mets 3 parce que sinon, c'est un carré. Et donc, je vais afficher le contenu de la variable, tout simplement. Alors, pour l'instant, c'est quelque chose d'assez simple. Vous devez peut-être vous demander où est-ce que je veux en venir au juste. Tout simplement, donc j'ai mon code qui se compile. Je lance cargo check, qui me permet de vérifier que je n'ai pas fait d'erreur, mais sinon, je les aurais vus directement dans mon éditeur. Je lance cargo run, et là, normalement, il doit m'afficher le résultat. OK, il y a bien mon rectangle qui fait 2 par 3. Très bien. Cette valeur rectangle qui est ici, ça va nécessiter d'avoir de la mémoire finalement pour la stocker. Cette valeur, elle va être associée à la variable R qui est définie dans le scope de ma fonction. Lorsque je sors du scope de la fonction, c'est quelque chose qui est libéré. Et ça, alors, si je rentre un petit peu dans le détail, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais que ce soit une valeur qui soit allouée sur la pile ou sur la heap, ce sera la même chose. Ce sera libéré quand on sort du scope, quand le propriétaire de la valeur sort du scope. Donc ici, il y a une variable qui est propriétaire, et si maintenant je veux calculer l'aire de mon rectangle, je vais rajouter une fonction qui fait ça, et puis je vais rajouter la fonction area, qui va calculer l'aire de mon rectangle et m'afficher le résultat. Hop. Maintenant, vous voyez que c'est la même chose. Donc là, je vais multiplier. Et alors là, les ennuis commencent. Petite particularité, je vois ici, il me dit que la valeur a été moved. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce que je vous disais, ma variable R, c'est elle qui est propriétaire de la structure. Et à partir du moment où je la passe en paramètre de la fonction, je transfère la propriété de la valeur à la fonction area. Quand je sors de la fonction area, ma mémoire est libérée et ça n'existe plus. D'où le message d'erreur que j'ai ici. Je pourrais l'avoir en plus complet si je suis ici. J'ai bien une information comme quoi, eh bien, j'ai essayé d'emprunter une valeur.
qui a déjà été transféré, dont la propriété a déjà été transférée. Ce qui est important, c'est que c'est le compilateur qui va me dire ça assez tôt. Et je peux m'en convaincre aussi si je voulais affecter ma valeur à une autre variable R1, par exemple, eh bien, j'aurai le même problème. Ici, il va me dire que le move a eu lieu plus tôt. C'est au moment où j'ai fait mon affectation de R vers R1, où j'ai bien transféré la valeur du propriétaire R vers le propriétaire R1. Donc je ne peux plus utiliser R à ce moment-là. Et c'est ce que le compilateur va m'assurer. Et donc, pour l'ownership, les règles de base qu'on a à retenir, c'est que chaque valeur en Rust a une variable qu'on appelle son propriétaire. Vous voyez d'où le golem, my precious, c'est la valeur. Il ne peut y avoir qu'un propriétaire à un instant donné, et quand la variable propriétaire sort du scope, on libère la mémoire, et donc la valeur est dropped. Donc comment on va faire si on veut passer des choses en paramètres? Ah, comment on change sur ton truc? Je suis un original, donc je suis obligé de changer, pardon. Alors, si on regarde de plus près le message d'erreur, donc déjà ce qui est cool, c'est que dans la sortie du compilo, là, on a le code qui est repris avec le message, on nous montre exactement où est l'endroit. Et si vous voulez aller plus loin, on peut carrément faire un explain de l'erreur et on aura un manuel qui s'affichera. Là, si on regarde de plus près le message, on nous dit qu'on n'implémente pas le trait copy. En fait, le trait, vous pouvez voir ça comme une interface. Donc là, une première solution, parce qu'il n'y en a pas qu'une, ce serait d'implémenter ce trait. Ah, il ne m'a pas mis. Hop. OK, donc là, c'est bon, il ne crie plus. On peut, pour s'en convaincre, on peut faire le run. Voilà, OK. Donc ça, c'est une solution. Ce qui est possible de faire sinon, c'est plutôt que de passer une valeur, en fait, eh ben, on va venir passer une référence. Alors là, juste pour le fun, on va le faire crier un peu. Donc là, il nous dit que le type attendu n'est pas le bon, simplement parce que maintenant, c'est une ref. Non, c'est pas ça que je veux faire. Et j'ai laissé ça. Ne crie plus, s'il te plaît. Merci. Donc là, c'est OK. Donc là, on peut bien le passer par référence, on n'a plus de problème, il peut l'emprunter. Ce qu'on va faire maintenant, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave. On va faire une fonction qu'on appelle dangle, qui va retourner une référence vers une string. Donc je vais faire une string. OK. Je retourne une référence. Donc là, ce qui n'est pas drôle, c'est que j'ai même pas besoin de lancer le truc, il me dit déjà qu'il y a une erreur. En fait, le problème, il nous parle de lifetime. Alors on ne va pas couvrir ce topic-là pendant le talk parce que ce serait trop long. Mais en gros, le problème, c'est que la durée de vie, et on a un problème au niveau de la durée de vie de la référence. C'est-à-dire que là, on a une valeur qui est la chaîne hello, en fait, qui va être droppée à la fin du scope. Et en fait, là, on aura une référence sur plus rien, en fait. Donc le problème qu'on peut avoir avec ça, c'est un user store free, par exemple. Puisqu'on va utiliser une référence vers une zone mémoire qui n'est plus allouée, ou en tout cas qui a peut-être été pris par quelqu'un d'autre, ou en tout cas ça ne va pas. Donc la solution, c'est simplement de ne pas retourner une référence, mais de retourner la string. Autre chose avec les références, dans le cas de références mutables, par exemple. Je vais faire 2 références mutables. Et puis, hop, les placeholders. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par défaut, toutes les valeurs qu'on va manipuler en Rust, elles sont immutables. Si on veut pouvoir les muter, si on veut pouvoir les modifier, il va falloir le spécifier. Donc, voilà, donc là, il va me le dire, par exemple. Il me dit, bah voilà, non. Il me donne... il y a plusieurs erreurs, il me les met toutes. Bon, en gros, comme disait Pierry, il faut qu'on mette le mute. Le problème, en fait, ici, c'est qu'on l'a emprunté 2 fois de manière mutable.
Bah, le problème, c'est que si on a deux références mutables et qu'on a du code concurrent, il y a une partie du code qui fait quelque chose, l'autre qui fait autre chose. Du coup, on a un état qui est plus bon, on peut avoir des bugs atroces à débugger. Donc là, juste pour illustrer, si je rajoute un scope, il va me dropper. Alors là, il me met une autre erreur parce que maintenant, j'ai plus S1. Tu retournes S. OK. Et donc là, bah maintenant, il est content parce qu'en fait, les deux références mutables, on les a pas au même moment. C'est-à-dire que là, dans ce scope-là, on l'a, mais sorti du scope, c'est droppé. Donc on n'a plus que S2 qui est bien présent. Et donc là, tout va bien. Si je reviens, OK. Donc en fait, tout ça, c'était juste pour vous illustrer les règles des références. Donc en fait, une référence doit toujours être valide. On a bien vu que si la valeur était droppée, la référence, bah, du coup, ne pointait plus sur rien, et du coup, il nous empêche de faire ça. C'est pas possible. De la même manière qu'à n'importe quel moment, on ne peut pas avoir deux références mutables sur une même valeur. On est obligé d'avoir une référence exclusive, ce qui nous assure qu'il n'y a personne d'autre que nous qui va pouvoir muter cette valeur. Et sinon, on peut avoir autant de références immutables qu'on le veut. De toute façon, ça ne va pas poser problème, on va juste venir faire de la lecture. En plus des garanties sur la mémoire, on vous a montré quelques exemples. Hein, il y a beaucoup encore à creuser pour bien comprendre tous ces concepts-là, mais c'est un peu trop court, 50 minutes pour tout couvrir. Donc c'est vraiment une introduction. Et donc l'élément suivant qu'on souhaitait vous montrer, c'est la type safety, tout le mécanisme de typage. Alors on ne va pas couvrir encore une fois tout le mécanisme, mais on va essayer de vous montrer un certain nombre de choses, et notamment les mécanismes autour du typage que sont les enums. Vous voyez qu'ici j'ai un enum qui est défini. Si vous avez l'habitude des langages fonctionnels, c'est peut-être quelque chose qui vous parle, mais ici j'ai un enum qui est défini avec plusieurs valeurs possibles. Donc en Rust, on appelle ça des variants. Et à chaque variant, je peux associer des valeurs supplémentaires. Donc si vous avez fait du C, c'est ce que vous pourriez assimiler à des union types, où dans la même espace mémoire, on peut avoir des variables de types différents et on va les manipuler de façon différente. Ici, on a la même chose, mais garantie par le fait d'avoir un enum et des garanties sur le type qu'on va manipuler. Et puis pour les utiliser, eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du pattern matching. Donc le match que vous voyez ici, qui est un petit peu comme un switch case, mais au lieu de le faire sur des valeurs, on va le faire sur des types finalement. Et donc pour l'illustrer, on va repasser sur un autre exemple de code. Et il faut que je repasse en clavier français, sinon c'est pas rigolo. Hop. Et donc ici, un des avantages du système de type de Rust, c'est que par exemple, si je souhaite représenter un résultat d'une opération de compression, eh bien ici je vais pouvoir le faire en utilisant soit un résultat, ça c'est fini et j'ai décompressé telle taille de fichier, soit j'ai une erreur au moment de la lecture, soit j'ai une erreur au moment de l'écriture, par exemple. Donc c'est ce que représente mon enum qui est ici. L'intérêt étant que, en plus des différents variants qui sont là, je peux leur adjoindre une valeur qui va me permettre de décrire plus précisément cette information, cette structure finalement. Et donc là, bon, j'ai fait une pseudo-opération de décompression. Et donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc si je veux ensuite exploiter le résultat de cette opération, je vais faire ce qu'on appelle donc du pattern matching, comme je le disais. Je vais faire un match sur la décompression. Et donc là, je vais pouvoir utiliser le résultat, décompress finished. Si je veux utiliser l'information de taille, je vais l'écrire de cette façon-là. Et puis là, eh bien, ce que je peux faire, c'est, si je le souhaite, afficher la taille qui a été décompressée. Hop. Voilà. Et alors là, normalement, j'ai une erreur. Voilà. Alors je vais la mettre ici, ce sera plus clair, je pense. Là, ce qu'il me dit ici, c'est que je n'ai pas couvert les patterns input error et output error. Et il me les souligne même dans le code. Donc un des avantages ici, c'est qu'il va me dire, OK, tu as utilisé le résultat de l'opération de décompression, mais tu n'as pas couvert tous les cas possibles. Il faut que tu couvres tous les cas possibles, sinon on risque de tomber dans un comportement indéfini. Et donc, pour ça, eh bien, je suis obligé d'en rajouter la gestion de mon erreur. Alors, je vais faire quelque chose d'assez simple. Hein. Je vais juste afficher l'erreur.
Voilà. Et puis si c'est une erreur de type output, et ben, finalement, je vais faire la même chose parce que je ne suis pas inspiré. Voilà. Et là, cette fois-ci, le compilateur est content. Bon, la personne qui devrait maintenir ce code en production, peut-être moins, mais là, tout de suite, ce n'est pas mon problème. Et donc, si... Là, vous voyez qu'il y a quand même de la répétition et ça peut être assez complexe. Donc, si je veux me simplifier la vie, ce que je peux faire, c'est utiliser du sucre syntaxique en Rust, qui est le fait de dire, eh bien, finalement, j'ai matché mon premier cas et pour tous les autres cas, je vais mettre un underscore et puis je vais pouvoir afficher une erreur. Donc, c'est pratique, mais bien sûr, à ne faire que si vous savez ce que vous faites, parce que vous bypassez un petit peu le système de type de Rust. Donc ça, c'est vraiment une première façon d'utiliser les types comme ça pour garantir que vous couvrez tous les cas possibles quand vous avez des enums. Et donc, quelque chose qui est important, c'est quand vous avez des choses à représenter, il ne faut pas hésiter en Rust à utiliser les enums pour le faire. Un autre point, alors vous n'êtes pas obligé de lire cette longue phrase, elle est là plus pour illustrer, elle est tirée du Book of Rust dont on parlera après. C'est juste pour vous indiquer que les erreurs, c'est quelque chose qui arrive constamment dans le monde de la programmation et qu'on doit gérer. Donc je vous en avais montré un exemple avec le pattern matching, mais en fait, en Rust, il y a déjà des choses qui existent pour ça. Et tout simplement, eh bien, c'est ce qu'on appelle les results. Donc je vais vous montrer cet exemple de code. Hop. Et donc, quand j'ai une opération qui peut échouer, vous voyez ici dans la signature de l'enum, je peux mettre des génériques. Il y a des génériques en Rust. Ok. Vous voyez, tout le monde voit ce que sont les génériques? Ouais. Okay. Bon. Il y a un mécanisme de générique qui existe en Rust. Et donc là, par exemple, quand j'ai une opération qui peut échouer, je vais avoir un enum de type result avec deux variants. Soit OK et le type que je souhaitais avoir en retour de mon opération, soit R et une erreur avec le type de l'erreur particulier que je peux rencontrer. Et donc ça va me permettre, tout simplement, là, si je veux ouvrir mon fichier, eh bien, on voit que le résultat, alors toute la partie qui est là, c'est un plugin de Vim qui va me le rajouter pour voir l'état de la variable f. Et je vois que ma variable f, c'est un résultat qui peut contenir soit un file, soit une erreur. Et donc, si je veux pouvoir exploiter mon fichier, il va falloir que je gère le cas où il y a une erreur. Donc, soit j'ai un cas qui est OK, et là, je vais juste débugger le contenu de mon fichier. Soit j'ai une erreur, et alors là, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais pouvoir afficher cette erreur, tout simplement. Mais, bon, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, en fait, je considère que mon programme, si jamais il n'y a pas le fichier, il ne peut rien faire de plus et il doit s'arrêter. Et donc, pour gérer ce cas-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un panic, où là, en gros, je ne peux plus rien faire d'autre à partir du moment où j'ai ça. Et donc, je vais paniquer et ça va interrompre le programme brutalement. Bon, alors, on peut se dire que c'est assez pénible à écrire comme syntaxe. Heureusement, sur le type result, il y a une fonction qui existe, qui s'appelle expect, et qui me permet d'arriver au même résultat, où là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un expect, ou alors, je vais faire un error open. Donc là, je ne vais pas mettre tout le message complet d'erreur, mais ce serait le message d'erreur qui serait affiché si jamais je n'ai pas réussi à ouvrir mon fichier. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est dommage, on ne le voit pas. Hop. Voilà. Ce qu'il va faire, c'est que si le résultat de ma fonction est OK, il va me retourner directement le fichier déwrappé du result, et si jamais il y a une erreur, il va faire le panic, comme ce qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà. Il y a d'autres façons de gérer les erreurs, où on peut remonter les erreurs de plus haut, avec tout simplement en retournant un result, et puis avec du sucre syntaxique qui permet de faire ça aussi plus facilement. Encore une fois, on ne va pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui là-dessus, parce que ce n'est pas l'objet du talk, mais il faut se dire que voilà le type de choses qu'on peut faire pour gérer les erreurs correctement en Rust. Alors, il ne faut pas retenir qu'il faut faire des paniques tout le temps. Hein. Là, il ne l'a pas montré, mais si vous mettez un point d'interrogation à la place du expect, en fait, ça va bubble up l'erreur, et du coup, c'est l'appelant qui va gérer l'erreur. Donc, là, on va pas vraiment parler de concurrence, hein, c'est juste pour vous dire qu'en fait, initialement,
la team de Rust pensait que pour prévenir en fait la memory safety et assurer la memory safety et prévenir des bugs d'accès concurrentiel, c'était deux problèmes différents à résoudre. Et en fait, avec le temps, ils se sont aperçus que l'ownership plus le type-checking, en fait, c'était un ensemble d'outils qui était vraiment performant pas performant, puissant, pardon, et ça nous permettait de remonter ces erreurs-là à la compilation plutôt qu'au runtime. Donc c'est ce qu'on disait au début du talk, c'est plutôt que d'essayer de reproduire en fait en production ou pas, en tout cas dans les conditions pour avoir ce bug d'accès concurrentiel, et là il va être remonté au compile time et on va pouvoir se concentrer sur la logique. Alors pour gérer tout ce qui est concurrence, etc., il y a des outils qui sont mis à disposition, les threads, trucs de base, les channels que vous avez en Go, les mutex, que vous pouvez aussi retrouver un peu partout. Il y a d'autres choses comme les traits send et sync, mais on ne va pas parler de tout ça parce que c'est vraiment un sujet qui est avancé par rapport à tout ce qu'on a montré au début, et on n'aura jamais le temps de couvrir ça. Un point dont on a déjà parlé dans l'introduction, c'est l'expérience développeur. Et notamment, l'expérience développeur, elle se traduit par des messages d'erreur en Rust qui essayent d'être très clairs. Donc là, vous avez un exemple d'explication de messages d'erreur. Vous l'avez aperçu tout à l'heure dans le terminal et dans l'éditeur. Mais l'idée, c'est que pour chaque erreur que le compilateur va vous remonter, il va être capable de vous la contextualiser en fonction de votre code, mais aussi de vous donner des indications sur les concepts Rust qui sont en cause pour votre erreur et des indications sur la façon de les résoudre. Donc là, vous avez un extrait du texte explicatif de cette erreur-là en particulier. Et il faut savoir que les messages d'erreur ne sont pas figés. Je ne sais pas, encore une fois, si vous avez fait du C, mais en C, les messages d'erreur sont les mêmes depuis que j'ai commencé le C, et ça fait longtemps. Eh bien, en Rust, ce n'est pas le cas. Les messages d'erreur, l'équipe fait des efforts pour essayer de les améliorer constamment et fournir plus d'indications aux développeurs. Et donc là, on a fini l'introduction justement sur le langage vraiment. L'idée, c'est plutôt de faire un tour d'horizon de tout le tooling et de toutes les bonnes raisons qui font que c'est agréable d'utiliser le langage Rust. Un des exemples, c'est l'utilitaire RustUp. Si jamais vous avez besoin d'installer Rust sur votre machine, eh bien, si vous êtes sous Linux, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre package manager. Si vous êtes sur macOS, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Brew. Vous pouvez utiliser un utilitaire qui s'appelle RustUp. Il va vous permettre de gérer les différentes versions de vos toolchains, les différentes versions de l'outillage Rust que vous allez utiliser et également les différentes targets que vous allez vouloir cibler avec Rust. Parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais Rust vous permet de compiler vers des targets très variés, vers l'architecture de votre PC, de l'ARM et même des microcontrôleurs. Et en fait, RustUp va vous permettre de gérer ces différentes toolchains si vous avez besoin de faire de la cross-compilation et va le faire de façon assez simple. Un autre outil que vous avez peut-être vu dans les exemples de code, c'est Cargo. Cargo qui pourrait être un petit peu assimilé à Maven, par exemple, pour le monde Java ou à NPM pour le monde JavaScript. Il va vous permettre de bootstrapper votre projet, de le builder, de faire des vérifications. Vous avez vu, on l'utilisait pas mal. C'est un peu plus rapide de faire juste le check plutôt que le build. De lancer votre code, de lancer les tests unitaires, de lancer des benchmarks, mais aussi de gérer les dépendances. Les dépendances en Rust sont formalisées sous forme de crates, qui sont disponibles sur un site qui s'appelle crates.io. Et donc Cargo va vous permettre de télécharger les dépendances de votre programme pour les compiler avec. Et il va faire ça pour vous très bien. D'autres outils intéressants, c'est notamment Rust Format. Il y a beaucoup de langages de programmation sur lesquels on n'a pas vraiment de décision qui est prise quant à la façon de le formater. Alors, chacun a ses opinions. En ce qui me concerne, je trouve que passer beaucoup de temps à choisir comment on va formater son code, ce n'est pas l'essentiel. Je préfère passer du temps sur autre chose. Et donc, quand on fait du Rust, ces décisions ont déjà été prises par le projet. Il y a des guidelines qui sont là pour vous dire comment devrait être formaté du code Rust. Et donc, l'outil Rust Format qui vous permet de formater automatiquement votre code en fonction de ces règles prédéterminées. Clippy, qui est un outil qui va vous permettre de faire du lint sur vos fichiers et donc d'identifier d'éventuelles mauvaises pratiques avec le langage Rust. Et l'intérêt de ces deux outils, c'est qu'ils sont maintenus par le projet Rust directement. Donc vous êtes sûr qu'ils sont toujours up-to-date par rapport à la version de Rust que vous utilisez, par rapport à la version du langage. Autre outil
bah, en fait, que vous avez vu, là, quand on utilisait Vim, c'était ça qui tournait derrière, c'est Rust Analyzer. Alors lui, pour le coup, il n'est pas maintenu par la fondation Rust, mais il est très utilisé. Donc ça va vous permettre d'avoir la même expérience, en fait, l'expérience d'un IDE, peu importe votre éditeur. Parce qu'en fait, ça, tout simplement, ça implémente un langage error protocol, et donc vous pouvez l'utiliser n'importe où. Et vous aurez les retours, le feedback directement, comme on a pu l'avoir en démonstration. Du coup, la question maintenant qu'on va se poser, c'est comment on va pouvoir promouvoir Rust. Et nous, on a envie de répondre par dire que, en fait, c'est déjà là dans le monde de tous les jours. Peut-être que vous n'en faites pas, mais dans les outils que vous utilisez, il y en a. Si vous utilisez Firefox, pardon, il y a du Rust. Alors là, on a parlé de Linux. Il n'y a pas de Rust dans le kernel, mais il y a une toolchain qui est prête pour le Rust. Si vous avez de l'Android, il y a du Rust qui est possible. C'est quelque chose qui est, c'est pas vraiment un ovni en fait. Il y a quand même des trucs qui sont là. Et d'ailleurs, pour s'en rassurer, si vous allez sur le site de Rust, vous avez une page qui est Production Users où vous pouvez retrouver les cas d'usage des différentes entreprises qui l'ont utilisé, comment ils l'ont utilisé, pourquoi ils l'ont utilisé et quel est leur feedback par rapport à ça. Donc là, on en a mis 3 qui sont assez gros, mais qui ne sont pas les plus gros, et il y en a des beaucoup plus petits, donc c'est juste pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être une grosse corpo pour faire du Rust. Aussi, un point intéressant, c'est, d'accord, on a des nouveaux concepts en Rust avec l'ownership, le borrowing, tout ce qu'on a vu au début. Ça, c'est des choses qui sont différentes, mais tout n'est pas différent dans le langage. Quand vous allez écrire du Rust, vous n'allez pas écrire du code qui n'a rien à voir avec ce que vous écrivez aujourd'hui. En tout cas, je serais très surpris que ça n'ait rien à voir. Parce que le code qu'on a vu, je pense que vous avez tous réussi à le lire sans trop de problèmes. Là, si on prend un exemple classique, on filtre une collection, bon, voilà. En Java, ça se fait comme l'exemple du haut, en Rust, ça se fait comme l'exemple du bas. C'est franchement très similaire. Et donc pour ça, il y a un site qui existe qui s'appelle Programming Idioms, où en fonction de ce que vous souhaitez réaliser, vous pouvez cliquer sur une catégorie, donc filter list par exemple, et vous choisissez votre langage et vous l'aurez. Donc par exemple, si vous ne savez pas comment faire un truc en Rust, vous allez sur le site, vous cliquez dans votre catégorie et vous avez l'exemple. Ça combiné à Clippy aussi qui va analyser votre code et qui va vous dire non, ça tu l'as écrit comme ça, il vaudrait mieux l'écrire d'une autre manière, et voici pourquoi, etc. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a parlé des erreurs en Rust, il y a aussi des erreurs de lint, et elles sont tout aussi détaillées que les erreurs que vous avez à la compile. Dans les autres points qu'on va pouvoir utiliser pour promouvoir Rust, c'est le Rustbook et la documentation de Rust, tout simplement. Donc vous voyez ici un extrait, donc, le Rustbook est disponible au format papier. Et aussi sur Internet. Vous le voyez ici, l'intérêt c'est qu'il va présenter tous les concepts qu'on a essayé d'introduire, et beaucoup plus, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à savoir pour apprendre à coder en Rust. Mais l'intérêt c'est que c'est vraiment quelque chose qui est didactique, qui vous présente bien la théorie, savoir pourquoi on utilise telle ou telle chose. Et donc cette documentation est très exhaustive et vraiment intéressante si vous voulez rentrer dans le détail du langage. Ensuite, si vous voulez apprendre Rust, donc là, on a eu un exemple où c'était plutôt l'aspect théorique de Rust avec le Rustbook, même si on vous donne des exemples de code. Mais je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'apprends mieux un nouveau langage de programmation en pratiquant. Et pour ça, il y a pas mal de choses qui sont disponibles en Rust, notamment Rustling, qui est disponible sur GitHub. Donc on n'a pas mis le lien ici, mais il est dans les références. GitHub Rustling, qui vous permet d'avoir une suite d'exercices avec des tests unitaires à faire passer. Et l'intérêt, c'est que c'est vraiment progressif, ça vous permet vraiment d'aborder les notions de Rust les unes après les autres. Et normalement, quand vous sortez de tout le parcours Rustling, vous avez déjà un bon tour d'horizon de tout ce qu'il est possible de faire avec Rust et de la façon de le faire. Donc ça, c'est si vous êtes en autonomie. Si vous avez peut-être besoin d'un peu plus de feedback ou autre, il y a un autre site qui existe, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup, c'est Exercisum. Alors là, je vous présente le Rust Track, mais il faut savoir que sur Exercisum, il y a un track pour différents langages de programmation. Vous pouvez l'utiliser pour apprendre TypeScript, il me semble, Python, Go, le Bash, le Vimscript, très important. Et l'intérêt, c'est que non seulement vous allez avoir de la même façon un parcours avec des exercices comme ça déroulés au fur et à mesure, mais l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir demander des reviews
par des mentors pour certains exercices particuliers. Et là, vous voyez un exemple de review qui m'avait été faite sur un exercice où le mentor est vraiment constructif. Il dit bah ça, j'aime bien, c'est idiomatique, ça, voilà, ça aurait pu aussi être comme ça. Et puis bah là, par exemple, il m'indiquait bah, peut-être qu'il y aurait cette crate-là à utiliser pour cette librairie finalement, pour aller plus loin, aussi peut-être des améliorations à apporter sur les performances du programme. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et au moins vous avez un feedback de quelqu'un qui vous aide à apprendre. Donc je ne saurais que trop vous recommander ce site. Puis autre format que personnellement j'aime bien, c'est les blogs. Donc là on a mis une référence, donc c'est le blog d'Amos alias Faster Than Lime, qui a toutes sortes d'articles. Il va très loin dans ses articles, c'est décrit de manière très pédagogique. Par exemple, vous avez une demi-heure pour apprendre Rust, vous avez tout à propos de Rust, mais un truc qui moi m'a marqué, au-delà de ces articles complètement fous, c'est l'Advent of Code. Il a réalisé donc les puzzles, donc pas tous parce qu'il n'a pas pris le temps de tous les faire, mais en fait à chaque fois que j'ai lu une de ces solutions, j'ai appris un truc. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la personne qui est expérimentée en Rust va réfléchir au problème et comment va le résoudre. Donc, va introduire peut-être des patterns que vous ne connaissez pas encore ou des crates que vous ne connaissez pas. Et du coup, voilà, ça permet d'apprendre, d'aller encore plus loin. C'est aussi quelqu'un qui fait aussi du contenu vidéo récemment. Et du coup, en parlant de contenu vidéo, personnellement, j'aime bien aussi regarder des streams, regarder des gens coder. Alors, c'est pas l'idée d'être assis et juste de regarder des gens coder, c'est surtout de participer. C'est des gens qui, en fait, quand ils streament, on a l'impression de faire du pair programming avec eux. Il y a vraiment une interaction avec les participants. Donc, si on prend l'exemple de Ryan Levick, par exemple, qui est chez Microsoft et qui a rejoint la Rust Foundation il n'y a pas très longtemps, qui stream sur Twitch et qui a le replay sur YouTube. Il y a aussi Yon Yangset qui est depuis pas trop longtemps aussi chez AWS. Et en fait, ces deux personnes-là sont là pour faire l'advocacy entre guillemets et pousser Rust en interne de ces boîtes et aussi faire la communication avec l'externe. Si on prend l'exemple de Yon, par exemple, il a sorti un bouquin il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Rust for Rustaceans. En gros, ça va être un bouquin qui va plutôt être destiné à des gens qui ont déjà un niveau intermédiaire en Rust, où il va prendre chaque topic de Rust et il va rentrer dedans, il va les creuser. Donc le but de ce bouquin, c'est vraiment, une fois que vous avez une base, c'est d'aller encore plus loin. Je ne l'ai pas encore lu, mais les reviews qui sont sorties sont vraiment excellentes. C'est aussi pédagogique que ses streams. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il a une collection qui s'appelle Crust of Rust sur YouTube, où il prend des topics de Rust, par exemple le pinning, ou par exemple des log free ou autres, et il creuse le sujet. Donc c'est des vidéos qui peuvent durer 3, 4, 5 heures. Donc ça, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, vous pouvez le mettre en pause et le reprendre plus tard, mais en tout cas, si vous avez d'être curieux, vous avez soif de connaissances sur Rust, je vous le conseille. Il y a aussi un autre bouquin qui s'appelle Rust in Action, qui est fait par Tim McNamara, où là, c'est une manière différente d'apprendre le Rust. Le but, c'est les bouquins in Action. En fait, vous allez implémenter différents projets, et donc vous allez apprendre aussi par l'exemple et la pratique. Du coup, nous, ce qu'on propose pour que vous puissiez commencer à faire du Rust, c'est plutôt de partir sur quelque chose qui est nouveau, pas refaire un produit ou une solution que vous avez déjà, qui a déjà toute sa complexité. C'est plutôt de partir petit, un truc neuf, pas trop gros. Surtout, se donner la possibilité d'échouer, parce que le but de ça, c'est d'apprendre, c'est d'en tirer quelque chose. C'est est-ce que finalement Rust c'est un bon choix, ou est-ce que c'est peut-être encore un peu trop tôt pour votre contexte ou pour votre équipe. C'est savoir quel est le temps que vous êtes prêt à investir dedans, et peut-être aussi de l'argent, et qu'est-ce que vous voulez en tirer. Donc, partons du principe que vous avez déjà choisi votre appli, que ce soit une CLI, que ce soit du WebAssembly, de l'embarquer, du networking, en fait, vous n'allez pas être perdu, puisque sur le site de Rust, il y a aussi encore d'autres ressources, d'autres bouquins qui vont vous guider justement dans la création de ces différents types d'applications. Alors évidemment, ça ne va pas couvrir toutes les applications de la Terre, mais au moins pour commencer, c'est déjà un très bon point de départ. C'est une sorte de tuto interactif, un Getting Started, et voilà, c'est pour vous mettre sur... vous faire commencer la chose.
Alors pour être tout à fait honnête, hein, quand on commence Rust, il y a quand même quelques inconvénients. Le premier, et vous pouvez vous en douter certainement avec ce qu'on a commencé à vous présenter, c'est la courbe d'apprentissage. Il y a quand même quelques notions à maîtriser et à un moment donné, l'apprentissage peut être un petit peu décourageant. Je pense il faut vraiment insister, il ne faut pas hésiter à utiliser les ressources. Si vous a mis beaucoup de ressources ici, c'est parce que c'est quelque chose qui nous a été très utile quand on a voulu apprendre Rust et découvrir. Et surtout, il ne faut pas rester seul quand on bloque sur des problèmes ou quand on ne comprend pas les messages d'erreur du compilateur. Idéalement, il faut essayer d'apprendre en groupe. Je sais que nous, c'est un peu ce qu'on a fait, on a appris à plusieurs, mais on peut aussi faire appel à la communauté ou autre. Les gens sont très accueillants et prêts à répondre aux questions, donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus pour apprendre et finalement échanger à ce sujet-là. Autre point, c'est le temps de compilation. Vous l'avez vu, le compilateur est très rigoureux, il fait beaucoup de vérifications. Il fait aussi beaucoup d'efforts pour générer un code qui soit particulièrement efficace au runtime. Et donc, les compilations peuvent prendre du temps, surtout quand vous avez une codebase qui est assez large. Par contre, deux points à retenir, c'est que cette compilation est systématiquement incrémentale. On ne va pas tout recompiler à chaque fois, on va ne recompiler que le nécessaire. Et deuxième point, c'est qu'à chaque nouvelle version de Rust, à chaque nouvelle version du compilateur, il y a des améliorations qui sont faites sur les temps de compilation et sur les performances du compilateur. C'est vraiment quelque chose qui va dans le bon sens. Un point qui est peut-être un point négatif, mais à la fois aussi un avantage, c'est le fait qu'en Rust, vous n'avez pas de runtime. Il n'y a pas de quelque chose qui fait tourner votre code, c'est du code machine directement qui va être généré. Et donc, ça peut être un inconvénient parce que si vous instrumentez votre code, vous allez le faire au moment de la compilation, vous ne pouvez pas le faire au moment du runtime. Par contre, c'est quand même un avantage, c'est que ça vous assure d'avoir des abstractions qui sont justement à coût nul. Vous n'avez pas de coût induit par ça. Un exemple qu'on peut prendre, c'est les génériques. Quand vous utilisez les génériques, en Rust, eh bien, il va générer du code spécifique à chaque type qui correspond au générique. Donc il y aura du code machine qui correspond à chacun de ces types. Par contre, il ne va pas générer pour tous les types possibles, il va générer juste pour ceux dont il a besoin. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et vous n'aurez pas d'overhead par rapport à ça. Autre point négatif, il y a quelques librairies ou quelques systèmes externes à Rust qui ne sont pas forcément très bien supportés. Je vais prendre un exemple des bases Oracle ou des bases DB2. Les crates pour aller interagir avec ce genre de bases sont peut-être pas encore tout à fait mûrs et autres, mais en même temps, pour ce genre d'usage, est-ce qu'on veut vraiment aller directement vers Rust? C'est peut-être pas là qu'on va aller en premier lieu. Donc on peut se dire effectivement Change de base. Change de base, peut-être. Si on se pose la question de ce qu'il y a derrière Rust, alors en fait au début, quand le projet a démarré, ça devait être en 2010-2011, c'était un projet de recherche au sein de Mozilla. À partir de 2015, il y a eu la V1, et donc à partir de ce moment-là, ils ont commencé à avoir une gouvernance qui était indépendante. Et là, depuis peu, maintenant, parce qu'il y a eu des petites histoires, plein de départs à Mozilla durant le Covid, bon, des gens se sont posés des questions. Maintenant, il y a une fondation, donc ça n'a plus rien à voir avec Mozilla et qui est supportée par de gros acteurs, dont ceux que vous pouvez voir là. Si vous posez la question de comment c'est gouverné, des questions sur la communauté ou sur les licences, vous avez les liens qui sont ici. Juste pour la petite info, tout le contenu de l'organisation de la fondation Rust, à la fois le site, sont sous double licence Apache 2 et MIT. En conclusion de cette présentation, nous, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que notre objectif, c'est vraiment d'espérer vous avoir donné envie d'apprendre Rust ou d'aller plus loin avec Rust si vous ne connaissiez pas. Et puis si vous connaissez déjà, de vous avoir donné quelques pointeurs sur la façon dont vous pourriez promouvoir Rust pour un usage interne dans votre organisation et pouvoir commencer à coder en Rust aussi. Et puis, une chose à retenir aussi, c'est que quand on code en Rust, alors je sais qu'il y a eu une présentation il n'y a pas longtemps au Jug Summer Camp par François Téchéné qui parlait de faire du pair programming avec son compilateur, avec les langages qui ont des bons systèmes de type. Et bien, quand on fait du Rust, c'est vraiment l'expérience qu'on a. Et donc, à mon avis, vous feriez bien de choisir Rust. Est-ce que vous avez des questions ?
Qu'en est-il du support du multithreading dans Rust? Est-ce que c'est comme Go? Je n'entends pas. Ouais. Ah. Qu'en est-il du multithreading dans Rust? Du multithreading? Est-ce que c'est des threads, des mini-threads comme Go ou c'est des threads Ce sont des threads OS. Alors, par contre, si on veut faire du multithreading, on ne va pas forcément le faire directement, on va utiliser Async await. de l'async await avec des runtimes spécifiques. Il y a notamment Tokyo qui permet de faire ça et qui permet de le gérer. Mais par contre, ce sera bien des threads OS. Il y avait une autre question par là. Bonjour, merci pour la présentation. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on présente Rust, c'est un très très bon concurrent à C ou C++. Je le vois comme alternative, même plus viable, mais voire même un système de remplacement. Aujourd'hui, peut-être avec votre expérience, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est envisageable aussi pour concurrencer d'autres langages plus haut niveau? Je pense par exemple à du Java, à du C#, où il y a un bon système de type, il y a un garbage collector qui a évidemment ses défauts, mais le time to market est clairement meilleur, je dirais. Ou peut-être qu'avec l'expérience, on arrive à rationaliser et à produire assez vite. La réponse, elle est là. Même pour du Java, je ferais du Rust. Enfin, pour le remplacer. Après, pour les applications web aujourd'hui classiques telles qu'on peut les faire, il y a des frameworks qui existent en fait, mais il y en a, comment dire, il n'y en a pas un unique comme ça peut exister par exemple maintenant en Java parce que le langage est assez ancien et bon, même si maintenant on voit des challengers qui arrivent aussi, qui sont assez nouveaux là-dessus, mais c'est clairement un manque ou en tout cas quelque chose qui est en train de se construire quand même. Bon, après, pour répondre un peu plus sérieusement, le développement que Rust que je fais à Scaleway, bon, c'est des API, des workers, c'est des trucs que tu ferais aussi en Java. Nous, on le fait, beaucoup de monde le fait. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison de faire que du Java. En fait, tu peux le faire en Rust, ça pose aucun problème. Il parlait de framework web, par exemple, nous on fait du gRPC avec Tonic. Bah voilà, ça pose pas de problème. Tu peux faire du web aussi avec, enfin en tout cas des API avec du Rust. Une dernière question? Au niveau des évolutions du langage, est-ce qu'il est difficile de passer de faire des mises à jour, en fait, tout simplement? Bonne question. En plus, c'est le bonjour parce qu'aujourd'hui sort l'édition 2021. Et donc, en fait, quand ils évitent les breaking change, et ça peut arriver qu'il y ait des breaking change. Par exemple, la V1, c'était en 2015 et il y a eu un breaking change en 2018. Aujourd'hui, le compilo, enfin, il est toujours rétrocompatible en fait. Tant qu'il n'y a pas marqué édition 2018 ou qu'il n'y a pas marqué édition 2021, votre ancien code il continuera de compiler. Donc en fait, si vous voulez avoir les nouveautés, bah, c'est de l'opt-in. C'est à vous de mettre édition 2021 et ça marchera. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Elle hoche la tête. Bon, top. Merci encore en tout cas, Charles-Henri et Thierry, pour votre conférence.